Bonjour Guillaume Féliu, éditeur des éditions Blueman. Alors, on va parler déjà un peu de vous, parce que vous êtes déjà un vieux routier de l'édition, j'ai l'impression. Oui, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine. J'ai commencé stagiaire, j'ai fini directeur général, donc je peux dire que je connais à peu près tous les postes et toutes les étapes du métier. J'étais donc directeur et petit à petit, les choses ont évolué d'une façon qui m'a fait prendre envie d'avoir ma propre indépendance, ma propre structure, des choses qui est maintenant aboutie grâce à un associé que je remercie énormément, André Kunzi. André Kunzi, et l'édition Blueman, L'homme en bleu, je dirais le lien est un peu fait. Alors, qui est ce personnage? À la fois André Kunzi, pas un personnage, lui, mais l'homme en bleu. Alors voilà, parce qu'on a l'impression qu'ils font qu'un un peu tous les deux. Oui, en fait, ils font beaucoup plus qu'un, parce que même André tout seul, je pense qu'il fait plus qu'une personne. C'est un projet artistique qu'il a depuis bientôt une trentaine d'années, qui a été initié lors d'une exposition universelle en Suisse. Et c'était une façon pour lui d'animer un peu l'exposition en créant un espace de rencontre, mais un espace de rencontre muet et autour d'un personnage qui va cristalliser un peu l'attention et faire naître des questions. Et alors c'est assez amusant parce que pour le coup, il s'est rendu compte assez vite que la plupart des interactions se faisaient autour de thématiques de la nourriture. Les gens lui proposaient assez facilement des choses à manger. Alors, c'est peut-être un langage universel finalement. André Kunzi est quelqu'un qui est aussi qui a une passion pour la gastronomie, hein. Oui, il Euh, a été cuisinier d'ailleurs il a été dans cuisinier, sa hein, voilà. longue Donc bon, expérience. Mais ce qui est assez surprenant avec cette peau d'homme bleu dans laquelle André se promène, c'est que justement chacun y projette un peu ce qu'il veut, et quand il y a des interactions entre le public et l'homme bleu, chacun finalement va devenir un peu le maître de la relation en fonction de ce qu'il a envie d'y mettre. Il interagit énormément, il va vers les gens, il provoque des réactions, mais les réactions ne sont pas du tout guidées. Il a une espèce de comportement un peu naïf, un peu primaire, qui permet aux gens de vraiment laisser s'exprimer de façon complètement naturelle tout ce qu'ils veulent. et les éditions, vous les avez appelées Blueman. Euh, pour quelle raison? Au début, c'était un peu une blague, parce qu'on s'était dit avec André que ce serait amusant que ce soit l'homme bleu, le directeur éditorial. Comme ça, si on fait un choix que les gens n'aiment pas, on leur dit c'est pas nous, c'est l'homme bleu. Ah ouais, un bon plan, oui. C'était pratique. Et puis après, blague à part, on s'est dit que le nom était bon. C'est un nom qui sonne bien, y compris en français, même si c'est un nom anglophone. En français, ça sonne assez bien. Blueman, il y a Casterman, pourquoi pas Blueman après tout. Moi, je tiens pas plus que ça à mettre mon nom en avant. André non plus. Bon, Blueman, finalement, c'était bien. C'était déjà quelque chose d'existant, déjà quelque chose de typé suisse, puisqu'on est situé en Suisse. En fait, si on devait définir un peu le contenu de la maison, je dirais que c'est une chambre d'enfant. Tout ce qu'on aime. Des petits soldats, des extraterrestres, des zombies, des dinosaures, j'espère bientôt avoir des bonnes nouvelles avec des dinosaures. C'est de tous ces trucs, et puis on met tout dedans, et puis c'est un grand coffre à jouets incroyablement fourni, duquel on peut sortir absolument tout ce qu'on veut sans que ce soit gênant. On va parler de quelques publications, peut-être un peu trop rapidement, mais on va en parler quand même. Alors, j'ai noté quelques ouvrages. Alors, il y a des ouvrages sur la guerre. D-Day Girls, qui me semble assez intéressant comme bouquin, 100%. Vous pouvez parler un peu de ces deux bouquins, par exemple? Et donc, c'est un livre que je trouvais en plus, à part ça, très intéressant. C'est un récit de guerre d'un aviateur américain pendant la Seconde Guerre mondiale, mais c'est pas le récit d'un pilote. Et c'est ce que je trouvais très pertinent là-dedans, c'est que le bouquin, en fait, donne une voix qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur ce genre de choses. C'est un navigateur et lui, son job, c'est de faire en sorte que l'avion ne se perde pas en route. Donc, comment il va se repérer en chemin, parce que bon, il vole au-dessus des nuages. C'est une époque où il n'y a pas encore de satellites pour guider les avions, etc. Donc, il a tout plein de problématiques qu'il met sur le tapis. Et finalement, par déformation professionnelle, il a une vision des choses qui est très différente de celle d'un pilote qui a souvent une vision très guerrière. Lui, il a une vision beaucoup plus structurelle, beaucoup plus organisée, beaucoup plus ouais, organisée, vraiment.
Et donc, ce bouquin-là, voilà, j'étais très content qu'il ouvre le bal. Il a été sorti de façon assez rapide pour coller à l'actualité de la série. Et le deuxième bouquin, D-Day Girls, c'est un livre, Les femmes résistantes. les femmes dans la résistance, exactement. En fait, c'est quelque chose qu'on commence à connaître, mais qui est encore pas très connu du grand public. C'est que les services secrets britanniques ont porté à bout de bras la résistance française pendant toute la durée de la guerre, en livrant évidemment du matériel, ça les parachutages, c'est connu, mais aussi en formant, en entraînant et en déposant en France, par parachutage, bateau ou quelque autre moyen que ce soit, des agents qui étaient chargés d'encadrer, d'aider, de former les résistants. Et parmi tous ces agents, il y avait une quarantaine de femmes. Et en fait, ils en sont arrivés à employer des femmes simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes. Ils étaient déjà tous sous l'uniforme en train de se battre sur quelque front que ce soit. Et donc, ils ont mis en place une filière de recrutement d'agents féminins, francophones, qui puissent être parachutés en France et passer sans problème pour des Françaises en raison de leur maniement de la langue. Alors, ça a posé toute une série de soucis organisationnels, notamment liés au fait que les hauts gradés militaires sont plutôt des mecs, plutôt machos, et ils voyaient pas trop des femmes là. Voilà, et puis autre univers et autre regard, il y a ciel extraterrestre, donc une excursion, une incursion peut-être aussi à travers l'univers. Voilà, c'est une invitation à voir un lever de terre depuis la Lune. Alors là, voilà, on est dans la fiction, on est dans un autre domaine. Alors, on est dans un autre domaine, mais c'est plus que de la fiction, c'est de la science. Et c'est ça qui est extraordinaire avec ce livre. En fait, c'est un astronome américain qui l'a écrit, qui est vulgarisateur depuis de nombreuses années. Il a travaillé sur le télescope spatial Hubble, tout ce genre de choses. Donc, c'est un mec qui sait ce dont il parle. Et en fait, quand il montrait des photos d'objets cosmiques aux gens autour de lui, les gens lui demandaient facilement, mais OK, ça, c'est ce qu'on voit ici. On s'est pris en photo à des centaines de millions de kilomètres. L'appareil photo, évidemment, il y a le biais de l'objectif, il y a sûrement un petit traitement pour que ça sorte bien derrière, etc. Mais si on y était, qu'est-ce qu'on verrait? Qu'est-ce que ce serait? Comment ce serait? Et en fait, ce livre, c'est exactement ça. Lui, il a pris le parti de se dire, bah, OK, alors la Lune, c'est un exemple assez connu et finalement relativement simple parce que c'est pas très loin et on y est déjà allé, nous autres humains. Mais rien que Mars ou Pluton ou Saturne, si on était, par exemple, sur un vaisseau en suspension au-dessus des anneaux de Saturne, qu'est-ce qu'on verrait? Comment ce spectacle absolument magnifique s'étalerait devant nous? Et donc ça, c'est ce qu'il a écrit dans ce livre. Il décrit comme ça la façon dont une planète qui aurait deux soleils pourrait voir le jeu des ombres au sol, pourrait avoir des périodes sans nuit, des périodes avec nuit. Et c'est vraiment un bouquin que je suis très content d'avoir publié parce que c'est un voyage complètement fantastique, absolument scientifique, et c'est ça qui est le plus épatant, c'est qu'on le voit souvent, mais là, pour le coup, en lisant ce livre, on se rend compte que la nature, elle a beaucoup plus d'imagination que nous. Et puis donc une des dernières parutions, une parution récente, c'est Ligne de fuite, donc dans le rayon bande dessinée. Alors, on va Voilà. dire quelques mots déjà sur l'auteur, sur Robert Cullen, dont c'est, je crois, la première incursion dans le monde de la BD. Tout à fait. Alors déjà, juste un tout petit mot sur la bande dessinée, parce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais c'est mon secteur de cœur, puisque j'ai fait toute ma carrière dans une maison spécialisée en bande dessinée. Et donc, il était relativement impossible qu'il n'y en ait pas dans ma nouvelle structure. Une nouvelle structure pour moi et un nouveau secteur d'activité pour l'auteur, Robert Cullen, puisque comme vous le disiez, il a fait toute sa carrière dans l'animation. Il a 30 ans d'expérience derrière lui. Il a fondé un studio d'animation en Irlande qui a bien fonctionné et il a eu envie au bout d'un moment de revenir à un peu son rêve d'enfant, de faire de la bande dessinée. Et en fait, en discutant avec lui, il le dit très volontiers, c'est que finalement, en étant réalisateur de films d'animation, directeur de l'animation, manager d'un studio d'animation, il dessinait plus. Il prenait plus de plaisir au dessin, à vraiment le crayon sur le papier, et puis on prend du plaisir à ça. Et finalement, son incursion dans la bande dessinée, ça a été ça. Ça a été une volonté de retrouver le plaisir du dessin tout en continuant à raconter des histoires. On va en parler de ces histoires. Déjà, il y a un choix graphique de dessin, de type de dessin. Il y a un choix graphique de la couleur, du noir et blanc ou
deux couleurs pour Bichromie, marquer certaines choses. On est dans un livre qui ressemble beaucoup, effectivement, à du dessin d'animation, à du film d'animation. en fait, dans l'animation, le style de l'auteur finalement compte moins que le style que le studio veut donner au film. Robert, au cours de sa carrière dans l'animation, il a travaillé sur Mon Petit Poney, il a travaillé sur Transformers, il a travaillé sur des grosses productions comme ça, qui ont des Ouais. styles graphiques très, très différents. Et donc, à chaque fois, en fait, il y a une espèce de grand écart artistique qui se crée et le dessinateur, l'animateur, doit mettre de côté un peu ce qu'il porte en lui comme style de dessin pour se fondre un peu sur le style de la production. Et ce qui fait que Robert, aujourd'hui, après 30 ans, a un côté très protéiforme dans sa façon de dessiner et qu'il est capable de s'adapter à plusieurs choses. Et il a trouvé que c'était une façon aussi d'exprimer différentes émotions. Et il a un peu lié chacun des choix graphiques des trois histoires qui composent ce recueil de façon à optimiser le phénomène émotif en fait qui va se créer. Par exemple, dans la première histoire, le tour de la disparition, c'est une histoire un peu sombre, un peu avec une petite touche de fantastique et de mystère. Et il a choisi un ancrage très marqué avec beaucoup de noir, beaucoup d'ombre, une bichromie, donc quelque chose de Mhm. sobre mais profond, assez puissant, pour justement emmener le lecteur au fond de ce côté un petit peu mystérieux. Dans la bande dessinée, on peut faire des petites vignettes, on peut faire des grandes vignettes, on peut faire des vignettes qui dépassent les unes sur les autres. On peut jouer aussi avec ça. On n'a pas le temps de diffusion qu'implique un film, mais on a un autre espace de liberté qui est celui de la page. Alors, trois histoires qui sont différentes vraiment les unes des autres, mais est-ce qu'il y a un lien de message quelque part de l'auteur pour les lier? Ou est-ce que finalement ces histoires, pour lui, elles sont indépendantes les unes des autres? Les histoires techniquement sont indépendantes, ce ne sont pas les mêmes personnages, pas Oui, les mêmes lieux, même pas les mêmes époques, mais il y a quand même un lien qui est ce moment où les choses basculent et où on passe d'un univers très maîtrisé à quelque chose qui nous emmène ailleurs. Il y a une thématique aussi assez commune dans le côté la disparition. oui, On a eu une discussion assez amusante à propos du titre francophone, puisque bon, Robert Cullen est irlandais, il a écrit son bouquin en anglais. La traduction littérale du titre en anglais c'était Fault Lines, et la traduction littérale en français, bon, oui. donnait pas trop, donc je lui ai proposé ligne de fuite en lui expliquant bah, la ligne de fuite dans la perspective quand on dessine ce genre de choses, toute la thématique de la fuite. Et des journalistes nous ont fait la remarque en disant que le titre était absolument génial et que c'était un coup de génie de Robert d'avoir trouvé ce titre. Ne démentez pas. Nous n'avons pas démenti. Et en fait, finalement, ce titre, c'est le lien. C'est la ligne de fuite, c'est à la fois ce qui emmène au bout du chemin, ce qui permet d'essayer d'échapper à quelque chose. Et c'est le lien entre les trois histoires, cette thématique de la fuite, de la disparition et d'essayer de s'en sortir. Alors voilà, ça s'appelle Ligne de fuite. C'est publié aux éditions Bluman. C'est signé Robert Cullen. Et donc, est-ce qu'il y aura d'autres histoires à venir de Robert Cullen chez Bluman Oui, Éditions bientôt? il est en train de développer un nouvel album. Enfin, pour l'instant, il est en train de rédiger le scénario, il écrit l'histoire, et ça devrait paraître, je pense, plutôt tout début 2026. Merci beaucoup, Guillaume Féliu. C'est Et vous. puis, ben, au plaisir de découvrir votre catalogue. À Avec très plaisir, bientôt. merci.